Allez, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Jean-François Corti, je suis le président de Médecins du Monde. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 10e édition de la journée scientifique de la santé humanitaire et solidaire. Merci d'être présents aussi nombreuses et nombreux. Il y a aussi beaucoup de personnes en ligne. Cette journée, elle est organisée tous les ans en partenariat avec la Fondation Médecins du Monde, qui fête également ses 10 ans. Et je tiens à sincèrement les remercier aussi pour leur soutien. Merci Madame la Présidente, Catherine Giboin, pour le soutien de la Fondation Médecins du Monde qui fête ses 10 ans. On peut les applaudir pour se mettre en jambes. Leur soutien est fondamental pour nos projets et pour notre plaidoyer. Nous retrouverons ici aussi pour la 3e fois à l'Auditorium du Monde et je remercie l'équipe de l'Auditorium pour leur accueil. Médecins du Monde, c'est une organisation humanitaire, militante, indépendante, impartiale, de solidarité, une organisation humanitaire médicale qui est engagée dans la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales en France et à l'international dans une 30aine de pays. Et nous sommes aussi évidemment extrêmement engagés dans la recherche, surtout opérationnelle, qui n'est pas un vain mot pour nous. Nous attachons une importance cruciale dans la mesure où les connaissances produites, acquises et analysées ont un impact déterminant sur nos interventions et sur notre plaidoyer. À ce titre, ce rendez-vous annuel de la journée scientifique constitue un temps d'échange important pour apprendre et pour cultiver une pensée critique, constructive sur les savoirs humanitaires. Cette journée permet de mettre en valeur, à partir d'évidences scientifiques, les résultats de recherche opérationnelle, des innovations, de projets de terrain, de Médecins du Monde, mais aussi d'autres structures partenaires et d'acteurs de la solidarité en France et à l'international. Ainsi, tout au long de cette journée, les intervenants s'attacheront particulièrement à formuler des suggestions et des recommandations qui auront vocation à enrichir, améliorer et renforcer, je l'espère, nos capacités d'action sur nos terrains d'intervention. Des actes seront d'ailleurs produits, rédigés à la suite de cette journée. Vous y aurez accès évidemment en open source. Cette année, nous nous intéressons aux actions et aux savoirs humanitaires à l'épreuve des populismes. C'est le fil rouge de notre journée. Et nous tenterons de réfléchir aux moyens de poursuivre notre action auprès des populations les plus précaires, dans des contextes de plus en plus marqués par la montée des extrêmes, la restriction de l'aide publique au développement et les défiances d'un environnement médiatique et politique de plus en plus hostile envers les acteurs humanitaires. La journée sera rythmée par 2 tables rondes et 2 conférences débats, avec des sujets tels que l'accès aux droits et aux soins des personnes exilées et les mythes qui les entourent. Mais nous parlerons aussi de la lutte la lutte perpétuelle pour un accès effectif et sûr à l'avortement, ou encore le rôle des humanitaires dans un contexte de régression démocratique. Quelques aspects pratiques que je me permets de souligner et de vous préciser. Les échanges donc pourront être suivis en français et en anglais, en distanciel et en présentiel. Il y a d'ailleurs des casques audio à l'entrée, si vous le souhaitez, pour de la traduction notamment. À la fin de chaque séance, un temps sera dédié aux questions, aux échanges avec la salle et aussi avec les personnes en ligne. Il y a un chat, vous pouvez poser vos questions, vos remarques, n'hésitez pas. On attend vos interrogations et votre contribution dans les échanges. L'intégralité de la journée sera d'ailleurs accessible en rediffusion. Un village associatif se tiendra aussi sur le temps du déjeuner pour échanger directement avec des associations partenaires ou des associations amies qui travaillent avec nous sur nos terrains d'intervention. Enfin, un pot de l'amitié sera proposé à la fin des échanges à partir de 17h15 dans le même espace que celui qui vous a accueilli pour le déjeuner. Évidemment, il permettra de poursuivre les échanges de manière plus informelle. Alors pour conclure cette introduction, et pour ne pas être trop long, et avant de passer à la première table ronde, je souhaite partager avec vous une courte vidéo qui revient sur la recherche à Médecins du Monde et les 10 ans de la journée scientifique, et je vous retrouve après. L'action de Médecins du Monde, que ce soit auprès des populations ou en termes de plaidoyer pour des politiques publiques qui répondent aux besoins de santé, s'appuie sur les savoirs scientifiques afin de s'assurer de la pertinence et de la qualité de nos interventions. Faire de la recherche opérationnelle n'est jamais simple. C'est un enjeu de temporalité, de ressources, éthique. Mais nous avons toujours réussi à faire de la recherche un levier essentiel de transformation sociale et politique via nos actions.
nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Si les recherches nous ont permis de mieux faire, de générer de la transformation en faveur de nos combats pour plus de justice sociale, c'est aussi grâce à la collaboration, au partenariat scientifique et à la participation des personnes concernées. Maintenant, mes collègues Anne et Ernst vont vous présenter 2 histoires de recherche qui ont été marquantes pour nous. À partir de 2014, à la suite d'un engagement de Médecins du Monde en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive, nous avons conduit des recherches en sciences sociales sur les déterminants socioculturels des grossesses non intentionnelles sur plusieurs terrains d'intervention à travers le monde. Ces recherches ont nourri nos activités programmatiques et nos plaidoyers pour un meilleur accès aux soins et aux droits en santé sexuelle et reproductive. Au fil des échanges, avec nos équipes sur le terrain et les chercheurs, on a mis en place une recherche opérationnelle sur les avortements clandestins et leurs conséquences en Côte d'Ivoire. Ce travail a abouti à des cadres opérationnels pour l'accès à l'avortement et sur des notes de plaidoyer utilisées sur l'ensemble de nos terrains aujourd'hui. En parallèle, on a aussi conduit des recherches opérationnelles en sciences sociales et en épidémiologie, accolées à nos projets de prévention et de prise en charge du cancer du col de l'utérus au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Ces recherches ont permis de démontrer qu'un nouvel algorithme de dépistage était efficient, coût-efficace et possible à mettre en place dans les systèmes de santé de ces pays. Grâce à la conduite conjointe de programmes pilotes qui testaient cet algorithme et l'évaluaient à l'aide de la recherche, nous avons pu construire des plaidoyers forts qui ont abouti à sa mise en place et à l'évolution des protocoles nationaux. Aujourd'hui, le combat se poursuit en associant activités de terrain, recherche et plaidoyer afin de répliquer ce modèle et de le mettre à l'échelle au niveau national dans plusieurs pays. Médecins du Monde a développé une expertise dans la prise en charge des populations clés comme des usagers de drogue et des travailleuses de sexe criminalisés, stigmatisés fortement. Nous utilisons une approche de réduction de risque qui implique une grande implication de populations clés. Notre programme s'adresse à les problématiques locales, mais pour but d'innover et de ramener de nouvelles données et de nouvelles recherches qui a pour but d'influencer des protocoles internationaux. Les usagers de drogue ils sont particulièrement touchés par le VIH et l'hépatite C, donc notre programme s'adresse à ces problématiques, mais nous avons développé une expertise spécifique sur l'hépatite C. Le traitement d'hépatite C a révolutionné il y a 10 ans et nous faisons partie des premières à mettre en place des programmes spécifiquement pour les usagers de drogue de traiter l'hépatite C. Les résultats de notre recherche qui ont été menés dans plusieurs endroits dans le monde ont vraiment influencé les modèles actuels reconnus et les algorithmes de traitement de l'OMS. Nous continuons à faire des recherches sur l'hépatite C, actuellement en Tanzanie, Géorgie et Arménie. Grâce à notre reconnaissance et le grand travail dans le terrain, nous avons la chance de travailler avec les équipes les plus reconnues mondiales sur ce sujet et continuer à influencer les protocoles et les recommandations de l'OMS. Il y a 10 ans, l'idée des journées scientifiques est née de la volonté de créer un espace de discussion entre chercheurs, acteurs de terrain et décideurs afin que les actions humanitaires et de santé publique soient basées sur les savoirs pour renforcer la qualité des pratiques, l'adaptation des politiques publiques et tout simplement pour répondre au mieux aux besoins de santé des populations en tenant compte de leur réalité et de leur vulnérabilité. Au fil des années, ces rencontres ont permis d'explorer des thématiques clés. Par exemple, nous avons interrogé l'éthique de la recherche, essentielle pour garantir des pratiques respectueuses, responsables et intégrant la perspective des personnes directement concernées. Nous avons également débattu de l'influence de la recherche sur les politiques publiques, soulignant son rôle dans l'orientation des décisions stratégiques. Notre ambition aujourd'hui, et encore plus face aux enjeux de l'actualité, est que cette journée favorise les échanges constructifs afin de faire émerger des idées innovantes en faveur de l'accès aux soins et aux droits pour toutes et tous. Merci au service de la communication, à toutes les équipes qui se sont prêtées à ce jeu. C'était une très belle synthèse des 10 ans de la journée scientifique. Merci encore à tout le monde. Je souhaite à nouveau remercier par avance toutes les intervenantes et les intervenants qui s'associent à nous pour cette journée scientifique. Vous avez le programme sur le petit cahier qu'on vous a donné. Merci également aux équipes de Médecins du Monde qui travaillent depuis plusieurs mois, Stéphanie, Candice et tous les autres dans un comité qui organise régulièrement des temps de réflexion pour organiser cette journée. Merci à toutes les équipes de Médecins du Monde pour l'élaboration de ce programme, de cette nouvelle édition.
et aux équipes techniques aussi qui permettent sa tenue. Et je vous remercie aussi, à vous, le public, qui est chaque année de plus en plus nombreux. Merci d'être présent. Je vous souhaite une excellente journée scientifique. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je profite de l'arrivée des 3 intervenantes pour vous saluer. Je m'appelle Françoise Sivignon, je suis vice-présidente de Médecins du Monde France et médecin. Donc je ne vais pas rappeler les détails logistiques que Jean-François a déjà mentionnés. Simplement pour dire que les uns et les autres, et les unes et les autres, il faudra qu'on parle doucement à cause de la traduction simultanée, donc des gens qui ont pris déjà peut-être pour certains des casques parce que, en l'occurrence, pendant cette première table ronde, on a une intervenante en anglais, et puis ceux qui nous suivent online, où la traduction en anglais est également assurée. Alors, j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, dire qu'en tant qu'acteur de la solidarité, mais aussi comme citoyens, nous sommes évidemment épris de raisons démocratiques. Alors aujourd'hui, plus que jamais, le mouvement Stand Up for Science en est bien le témoin. Cette journée est l'occasion de signifier notre attachement à la recherche scientifique et la liberté académique, ainsi qu'à la transmission des savoirs. Le savoir doit être défendu comme un bien commun et les institutions universitaires et scientifiques comme des piliers de la démocratie. Et c'est bien ce qui a motivé nos 3 intervenantes sur ces valeurs communes qui sont intervenues largement dans leur implication. Elles vont développer ce que signifie pour elles l'intitulé de cette table ronde, « Santé et migration, briser les mythes, garantir les droits ». Les mythes, vous les connaissez tous. Mythe de l'appel d'air, mythe de l'invasion avec des migrations atteignant soi-disant une telle ampleur qu'elle menace l'emploi et les services sociaux, ou encore mythe de l'immigration comme moteur de l'insécurité. Nos intervenantes vont aussi rebondir sur ce que signifie garantir les droits, notamment le droit d'asile qui devrait conjuguer respect et efficacité, mais également les cadres du droit dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Les personnes migrantes que nous accompagnons sur de nombreux projets avec Médecins du Monde sont victimes de politiques répressives et extrêmement maltraitantes dans leur parcours migratoire, mais aussi dans les pays dits d'accueil. Et ces politiques ont des effets délétères sur leur santé et leur accès aux droits fondamentaux. Pour illustrer ceci, je vais donner la parole à 3 intervenantes. La première est directement à ma gauche, c'est Camille Gardès. Camille, tu es sociologue et urbaniste, maîtresse de conférences à l'école d'urbanisme de Paris, c'est donc l'université Paris-Est. Tu travailles aussi au Lab Urba et à l'Institut Convergence Migration. Tu as mené une recherche-action partenariale avec l'équipe Médecins du Monde sous l'intitulé « Ressources de soins en santé psychique pour les personnes exilées en grande précarité ». Et donc les enseignements tirés de cette étude dans la permanence psychosociale de Médecins du Monde avec une extension au panorama parisien. Ton travail a consisté à comprendre, grâce à une enquête ethnographique, les ressorts des problématiques de santé psychique de ces personnes exilées, en grande précarité, encore une fois, mais aussi ce qu'elles révèlent des politiques et des pratiques dites d'accueil, et plus largement encore ce qu'elles disent de l'hospitalité. Alors, on va commencer par une première question qui pourrait porter sur les formes et les fondements de ces états de détresse psychique des personnes exilées en situation de grande précarité à Paris. En gros, pourquoi viennent-elles à la permanence psychosociale? Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici, de pouvoir échanger avec vous et puis avec vous toutes et tous. Donc peut-être quelques mots, mais très rapides pour préciser la manière dont j'ai travaillé et redire qu'il s'agit vraiment d'une recherche action, enfin bon, c'est un terme un peu galvaudé, mais l'idée c'est qu'on a travaillé avec l'équipe de la permanence psy de Médecins du Monde pour les personnes exilées en grande précarité. On a travaillé ensemble à la construction du projet de recherche et à ce qu'il pouvait avoir aussi d'intéressant pour alimenter le plaidoyer de l'équipe et de la mission. Donc voilà, simplement pour redire que ça s'est déroulé en 2 temps. Un premier temps d'observation participante, donc ce qu'on peut appeler une enquête ethnographique, c'est-à-dire un temps d'immersion
où j'étais bénévole au sein de la permanence psy et en même temps je menais la recherche sur un certain nombre de points. Et un deuxième temps qui est plutôt en effet élargir le regard et faire une enquête à l'échelle parisienne, on va dire, pour simplifier les choses, de comprendre un peu le panorama et cartographier le panorama des ressources sur ces enjeux de santé psychique pour les personnes exilées en grande précarité. Voilà, donc juste pour dire comment j'ai travaillé à peu près. Et donc, oui, tu me demandais pourquoi les gens viennent à la permanence psy, c'était évidemment une question importante. Peut-être que je peux entrer par la question des symptômes, parce que, évidemment, c'est souvent, vous le savez sans doute mieux que moi, les premiers éléments que les gens énoncent. Donc, des problèmes de sommeil récurrents, des problèmes d'angoisse, des problèmes somatiques aussi qui n'ont pas de cause identifiée et qui, dans l'ensemble, renvoient à des troubles de l'anxiété ou à des troubles dépressifs, également à des troubles de stress post-traumatique pour une large partie des personnes exilées. Or, justement, si j'entre par là, c'est parce que, comment dire, peut-être une des premières contre-intuitions, en quelque sorte, enfin de mon point de vue, de l'enquête, c'est de montrer que ce sont pas tant des événements traumatogènes ou des violences vécues avant l'arrivée en France qui sont déposés en premier lieu dans les consultations et dans le moment de la venue à la permanence psy, que, au contraire, les conditions actuelles de vie en France, qui en tout cas dans le discours, sont en priorité présentées comme le fondement de la détresse psychique des personnes. Donc, pour le dire autrement, ce qui vient en premier lieu et les raisons pour lesquelles les personnes disent venir à la permanence psy, c'est les expériences urbaines qu'elles vivent, leurs conditions de vie à Paris, qui sont elles-mêmes vraiment très étroitement intriquées avec les politiques migratoires, puisque, pour le dire très vite, ce que j'appelle expérience urbaine, il y a en beaucoup les conditions d'habitat, de vulnérabilité résidentielle qui reviennent. La plupart sont des personnes qui vivent à la rue de manière pérenne ou de manière régulière ou font des allers-retours avec la rue. Vous le savez, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais depuis 10 ans à Paris et dans d'autres villes, mais je parle du cas parisien, il y a un cycle constant d'installation de campements, d'évacuation de campements. Et ce cycle, donc, qui ne peut plus supporter le vocable de crise tant il est routinisé, donne aussi lieu à une dispersion, une mise en mouvement permanente des personnes exilées dans l'espace public, avec l'intervention soit de la police de manière quotidienne et violente, soit d'un urbanisme qu'on peut qualifier de dissuasif, c'est-à-dire l'installation, soit vous les avez sans doute vu dans le paysage urbain parisien, de grilles, de grosses pierres, ou alors d'un mobilier urbain qui pourrait laisser penser qu'on est dans le registre du confort ou de l'embellissement de la ville. Des bancs, on a vu autour des Jeux Olympiques l'installation de tables de pique-nique, par exemple, mais enfin, la proximité immédiate avec l'évacuation du campement qui était installé 2 heures parfois avant, laisse peu de doute sur l'objectif final de ces installations. Donc, ça veut dire que ce sont des populations qui sont constamment mises en mouvement, dont le message qui leur est adressé est très clairement la nécessité d'être invisibilisées, d'investir des interstices, des endroits cachés de la ville, donc de plus en plus dangereux potentiellement, et évidemment qui sont subis à des hauts niveaux de stress. Je parle, voilà, on pourrait dire plein de choses, mais quand on pense à l'intervention de la police, par exemple, ce qui revient beaucoup, c'est la privation de sommeil, qui nécessairement a des effets délétères sur la santé tant physique que psychique. Donc il y a tout un tas de... je ne veux pas être trop longue, tu me dis. Il y a tout un tas, effectivement. Si on décortique les raisons pour lesquelles les personnes viennent, on rencontre ces enjeux d'expérience urbaine, la mobilité quotidienne aussi, est souvent un facteur de stress, voire d'angoisse, voire de honte, parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens de payer un titre de transport, parce qu'on a peur d'être contrôlé, parce qu'on a peur de recevoir une amende. Et c'est aussi un enjeu d'accès aux soins. Il arrive que certains patients, certaines patientes nous disent « Écoute, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je ne veux vraiment pas me faire contrôler ou parce que je n'ai vraiment pas les moyens. » Bon, alors donc, la permanence de Médecins du Monde donne des titres de transport quand on en a l'occasion, mais ce n'est pas toujours possible, évidemment. Voilà, donc je voulais insister là-dessus parce que je pense que c'est un peu contre-intuitif et en même temps essentiel de comprendre que cette détresse psychique est largement causée par les expériences urbaines actuelles. Elle est aussi très corrélée aux procédures administratives. Je ne veux pas être trop longue là-dessus,
mais évidemment que la situation administrative, c'est-à-dire la manière dont les lois actuelles créent la régularité ou l'irrégularité du séjour des personnes, a des incidences sur leurs expériences urbaines elles-mêmes. J'ajoute que les procédures administratives elles-mêmes sont hautement génératrices de stress. Elles ne sont pas du tout pensées pour être contenantes ou accompagnantes. Je pense en particulier au droit d'asile qui peut au contraire placer les personnes en situation de répéter à plusieurs reprises les expériences traumatogènes auxquelles elles ont été confrontées, qui par ailleurs est quand même sous le sceau de la suspicion généralisée. Donc ce sont aussi des personnes qui vivent en permanence en étant suspectées de mentir, suspectées de vouloir gruger, tricher, etc. Et simplement pour terminer, après j'arrête, mais je voulais dire que il y a une chose qui me paraît importante, c'est que ces conditions de précarité, de grande précarité, de non-accueil, je vais le dire comme ça, non seulement créent de la détresse psychique, mais pour aller un peu plus loin, elles sont aussi, elles empêchent aussi, d'une certaine manière, de traiter des troubles post-traumatiques liés à des événements qui précèdent l'arrivée en France. Pourquoi ? Simplement, et ça, bon, voilà, c'est les psychiatres et les psychologues qui me l'ont expliqué et qui, dans leur pratique à Médecins du Monde et dans d'autres structures, insistent là-dessus. Pour reprendre une expression qui m'a été adressée, on évite d'ouvrir la boîte de Pandore du traumatisme lorsqu'on est face à des patients et à des patientes dont on sait qu'une fois sortis de la consultation, ils seront dans des conditions de vie extrêmement peu contenantes, extrêmement peu sécurisantes, tant au plan psychique que physique, matériel. Donc c'est un enjeu important. Alors ça, évidemment que si des patients et des patientes ont besoin de parler d'événements traumatogènes ou d'expériences de violence, on les entend, on les écoute. Mais ça signifie que, pour le dire autrement aussi, comme on a pu me le dire, le social prend toute la place dans les consultations et donc laisse in fine peu de place au traitement de stress post-traumatique qui pourtant, et là il y a d'autres recherches, je sais que Médecins du Monde a également accompagné sur évidemment les enjeux de violence au cours des trajets migratoires et aussi lors du départ, lors de l'émigration elle-même. Donc en fait, c'est assez terrible de se dire que non seulement les conditions de vie et donc je le dis, par articulation, les politiques migratoires créent de la détresse psychique, mais en plus elles empêchent d'une certaine manière de soigner la détresse psychique préexistante. Merci beaucoup, c'était déjà absolument passionnant, on y reviendra sûrement lors des interventions ultérieures. J'aurais une deuxième question qui va porter sur les enjeux et les obstacles de l'accès aux soins psychiques pour ces personnes exilées. Quelles sont les ressources existantes, les modalités de prise en charge et de soins, mais aussi les difficultés et les limites actuelles? Camille. Oui. Ok, alors à nouveau, j'ai travaillé sur le territoire parisien, ou en tout cas les communes proches de Paris. Ça ne dit pas quelque chose de l'entièreté du territoire, et en même temps, c'est un des territoires à l'échelle nationale métropolitaine qui a le plus de ressources. Et c'est vrai que quand on regarde le panorama, on peut se dire il y a une pluralité de structures, il y a une pluralité de dispositifs, de manières de faire le soin. Mais en fait, ce qui revient, ça vous en étonnera sans doute pas du tout, ce qui revient constamment dans les équipes, c'est que ça n'est pas du tout suffisant au regard des besoins réels et donc en quelque sorte si l'offre peut paraître importante, elle n'est en fait pas du tout adéquate à ce qui devrait nécessairement être mis en place pour assurer un accès aux soins, un premier accès aux soins, je dirais, pour ces personnes exilées en grande précarité. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositifs sont saturés. Ça veut dire aussi quelque chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que par exemple, à Médecins du Monde en particulier, mais dans d'autres dispositifs, il est extrêmement compliqué, voire impossible, de faire des orientations vers le droit commun. Donc en fait, il y a un véritable déficit du service public dans ce regard. Alors évidemment, de manière générale, le secteur de la santé psychique ou psychiatrique en France n'est pas en très grande forme. Donc ça n'étonnera personne non plus de retrouver ces difficultés d'accès pour des personnes en grande précarité. Mais c'est un enjeu, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une forme de délégation aussi de l'État à des structures associatives, alors qu'ils font le job et qu'ils le font très bien. Mais ça crée une difficulté de fluidité entre les dispositifs. Donc l'orientation est très compliquée.
Ça, c'est un point qui revient vraiment de manière récurrente. Et par ailleurs, c'est quand même une clinique très particulière qui est ici travaillée. C'est une clinique, donc évidemment, il y a une clinique de l'exil, je l'ai dit, il y a une clinique du post-trauma, mais il y a aussi une clinique de la grande précarité. Et donc, c'est un croisement de ces différentes cliniques qui crée quand même une pratique parfois un peu à côté de ce que les psychiatres et les psychologues ont l'habitude de faire et qui leur demande de diversifier les pratiques, de s'ajuster en permanence, de s'ajuster aussi et d'être en réaction, en adaptabilité avec les conditions de vie justement et cette insécurité à la fois résidentielle, sociale, psychique des personnes qu'ils et elles rencontrent. Donc il y a à la fois un enjeu et voilà, les professionnels du soin que j'ai rencontrés sont extrêmement impliqués. Il y a un enjeu de tout le temps s'adapter, penser d'autres manières de faire le soin. Je dirais aussi une chose importante, c'est travailler en interdisciplinarité. Vous l'aurez sans doute compris, mais puisque le social prend tant de place, alors c'est le cas pour la permanence psy de Médecins du Monde notamment, le travail en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des juristes, avec des médecins généralistes aussi, donc pour soigner aussi le corps en même temps, avec des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, ça permet justement une approche plus globale et ça permet parfois de laisser la place du soin psychique au moment des consultations. Voilà, pour que, en quelque sorte, les choses soient un peu cadrées. Alors, il y a une multiplication des initiatives très claire de la part des acteurs et des actrices. En même temps, bon, vraiment, c'est pas du tout étonnant, mais évidemment, les besoins, c'est des moyens potentiellement, mais aussi de la formation, de l'échange entre professionnels, entre soignants et soignantes, je veux dire au sein d'une même structure, mais aussi à plus grande échelle. Hein. Et puis, d'autres choses importantes que je voulais citer, sans du tout être exhaustive, sans doute, c'est, pour reprendre les termes d'une psychiatre de la permanence psy de Médecins du Monde, elle dit toujours « il n'y a pas de soins sans hospitalité ». Et effectivement, cette idée aussi que j'ai pu voir à plusieurs reprises, que ce sont des lieux de soins, sans aucun doute, de soins psy, de prise en charge psy, mais aussi la dimension psychosociale. C'est l'idée que les personnes qui viennent passer l'après-midi à la permanence psy de Médecins du Monde ont un lieu de répit, de repos aussi, hein, psychique, physique, un lieu où elles peuvent s'installer, peuvent restaurer de l'intime, peuvent être un peu en dehors du tumulte justement de la ville et de ce à quoi ils et elles sont confrontés. Et donc, il y a cet enjeu aussi de proposer des interactions ou un espace qui soit un lieu global de soins. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont aussi développées par Médecins du Monde sur l'idée du soin psychosocial au-delà du soin psychique. Et je finirai juste, je vois qu'il faut peut-être que je m'active un peu, mais peut-être par dire deux mots sur la question de l'interprétariat, qui est un enjeu essentiel aussi. Pour le coup, dans la permanence psy de Médecins du Monde, il y a des interprètes en permanence, en présentiel. Et donc ça facilite grandement la prise en charge. Mais quand je parlais tout à l'heure des besoins de moyens supplémentaires pour d'autres structures, la question de l'interprétariat, vous le savez sans doute, ça coûte cher. Donc dans les budgets, c'est un poste important, en même temps essentiel. Bon, on pourrait dire plein de choses sur l'interprétariat, là je vais vite. C'est aussi très intéressant de le réfléchir parce que les interprètes dans ces situations de relations thérapeutiques ne sont pas simplement des passeurs ou des passeuses de mots, hein. Ils vont plus loin que de la traduction littérale, il y a aussi un enjeu de médiation important. Et donc, ça conduit à beaucoup réfléchir, et les psys aussi, ça les conduit à beaucoup réfléchir, parce que ce n'est pas habituel dans une relation thérapeutique de soins psychologiques d'avoir un tiers qui crée aussi de la médiation. Voilà. Donc c'est très intéressant et stimulant au plan de la pensée, mais c'est en tout cas un enjeu important pour assurer le soin des patients et des patientes exilées. Merci beaucoup, Kaby. C'était extrêmement clair. Était absolument dans le temps, hein, pas de stress. J'ai une petite pancarte qui me rappelle le temps restant en plus. Non, c'est tout à fait passionnant. Et si on parle de mythes, mais surtout d'idées reçues, ce qu'on retient de ton intervention, d'abord, c'est que finalement, le parcours, ce qu'ils ont vécu auparavant, est moins important que l'environnement dans lequel ils vivent actuellement. Donc en fait, c'est le point d'entrée était très bien, tu l'as très bien décrit. Donc l'environnement hostile, évidemment, et la violence urbaine quelque part. Ensuite, le fait que les problématiques sociales viennent l'emporter sur les problématiques thérapeutiques entre guillemets, avec une thérapeutique et un travail thérapeutique qui est difficile à mettre en œuvre
et que tu prônes et que nous prenons en multidisciplinaire. Et enfin, oui, j'ai lu tes travaux, effectivement, il n'y a pas de soins sans hospitalité. Je pense que c'est vraiment... on peut terminer ta première intervention là-dessus. Un grand merci. J'espère qu'il y aura des questions nombreuses. Alors, on est sur l'espace et c'est également la préoccupation de Daphné, qui est tout à fait à ma gauche, qui est notre seconde intervenante. Alors, Daphné Velay, tu es diplômée du master Migration internationale et doctorante en 4e année de géographie. Alors, ta thèse a pour titre « La fabrique locale de la frontière franco-italienne au prisme d'un conflit politique spatialisé ». En anglais, c'est peut-être pas facile à traduire, mais bon. Ils vont trouver. Ce travail de recherche articule les disciplines de la géographie et du droit, ce qui est assez inhabituel et particulièrement intéressant, pour analyser la construction et le déploiement du dispositif de contrôle migratoire de la frontière franco-italienne, en l'occurrence, haute-alpine, à partir du rétablissement des contrôles en 2015, donc le moment où ce qu'on a appelé la crise migratoire, politique plus que migratoire, et plus spécifiquement pendant la période d'enquête de ta thèse entre 2021 et 2024. Tu portes dans ta thèse une attention particulière à la géographie, tu es géographe, ça tombe bien, et à la géographie du travail policier plus particulièrement, tu vas nous décrire ça. Et ton travail interroge donc les relations co-constitutives du droit et du lieu dans la fabrique de cet espace si particulier. Je vais te laisser la parole en te posant une première question. Dans la zone frontière donc de Briançon, que tu connais bien et que quelques personnes dans la salle connaissent également bien, comment se passe la problématique de santé des personnes, comment se pose, la problématique de santé des personnes en migration? Oui, merci Françoise pour cette présentation. Pas facile de synthétiser mon projet de thèse, en effet. Peut-être juste avant de répondre à la question, je vais présenter très rapidement mon terrain de recherche, donc, qui se situe dans la région du Briançonnais. Comme vous le savez sûrement, les contrôles ont été renforcés par la France à la frontière intérieure avec l'Italie à partir de 2015 dans le département des Alpes-Maritimes, puis un peu plus tard, en 2016-2017, dans la zone de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Et dans le même temps, la région alpine a vu augmenter l'arrivée de personnes exilées en provenance de la route dite de Méditerranée centrale, par le sud de l'Italie, et aussi de la route dite des Balkans, plutôt par Trieste et par le nord-est de l'Italie. Ensuite, depuis l'Italie, les personnes elles tentent de parvenir en France par la montagne, elles sont contraintes en fait, d'emprunter des chemins, des sentiers de haute montagne, principalement la nuit, pour éviter des patrouilles policières qui les ciblent pour les renvoyer en Italie, en ayant recours à des procédures si ce n'est expéditives, plutôt contraires au droit, qui ont été recadrées par la Défenseure des droits en avril 2024. Donc depuis plus de 4 ans maintenant, affilié au laboratoire Migrinter à l'Université de Poitiers, encadré par Olivier Clochard et Philippe Lagrange, je mène un travail de recherche sur le déploiement de ce dispositif policier de contrôle et de surveillance de la frontière, donc en mobilisant la géographie et le droit, pour essayer d'interroger les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la fabrique de cet espace particulier de frontières. Donc j'ai un axe de ma thèse qui porte spécifiquement sur l'accès aux soins dans ce territoire frontalier, pour interroger un peu comment les problématiques liées à la santé, mais du coup aussi aux risques et aux secours s'articulent avec les politiques migratoires de surveillance à la frontière. Donc mon terrain d'enquête, oui, juste cette illustration n'est pas encore terminée, mais je travaille avec l'équipe de Micmap à Grenoble et avec Arthur Nova qui est illustrateur. On a essayé d'écrire une illustration qui puisse vraiment représenter, même en déformant un petit peu la géographie, tout cet espace où les contrôles se déploient. Voilà. Donc mon terrain d'enquête a pris la forme d'un contrat CIFRE, c'est-à-dire d'un contrat salarié de 3 ans au sein du pôle juridique de l'association Tous Migrants, qui est une asso locale à Briançon, en partenariat avec Médecins du Monde. Médecins du Monde est en effet présent à Briançon depuis 2017 avec un programme de réduction des risques sanitaires physiques et psychologiques à destination des personnes exilées, en tenant une permanence médicale au sein du refuge solidaire, qui est le lieu d'accueil associatif, une forme de lieu de répit aussi, où les personnes peuvent rester 1 ou 2 nuits avant de continuer leur parcours. Et
Cette permanence médicale, elle se fait en collaboration avec la PAS, donc la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital de Briançon, à laquelle, la création à laquelle Médecins du Monde a participé aussi. Et en second lieu, Médecins du Monde gère aussi une unité mobile de mise à l'abri, en collaboration avec Tous Migrants, pour aller au plus proche des personnes dans la montagne et ainsi réduire les risques qui sont encourus par les personnes par la traversée de la montagne. Là, je vous ai mis, par exemple, un mini-flyer de sensibilisation que nous avons produit à partir d'une mini-enquête qualitative pour donner à voir un petit peu les effets de cette traversée sur le corps des personnes. Donc, dans le cadre de ma recherche doctorale, j'ai pu recueillir un large éventail de données qualitatives, déjà en faisant de l'observation participante au sein du collectif Maraude, en menant des observations à la frontière directement, sous des temps statiques, mais aussi mobiles, en faisant de la randonnée et même de la randonnée à ski. J'ai pu réaliser environ 140 entretiens auprès d'une pluralité d'interlocuteurs et d'interlocutrices, donc des personnes exilées, bien sûr, ayant été refoulées en Italie, mais aussi des forces de l'ordre, des habitants, des habitantes de la zone frontière, des solidaires, des militants, etc. Et tout cela a été complété par l'analyse rigoureuse, j'espère, d'une pluralité de documents juridiques diversifiés et enfin l'analyse des données plutôt quantitatives de la permanence médicale tenue par Médecins du Monde. Voilà. Donc pour répondre à ta question, Françoise, sur comment se posent en fait ces questions de santé à la frontière, comme je l'ai un peu déjà dit, les personnes exilées, loin de se soumettre à un régime en fait, qui voudrait les empêcher d'accéder au territoire, elles sont amenées à marcher des heures et des heures pour éviter les patrouilles, donc dans des conditions très difficiles, très stressantes. On pense bien sûr l'hiver à la neige, le froid, mais aussi l'été, en fait, avec la fonte des neiges et la démultiplication des possibilités de passage. Les personnes, elles s'aventurent plus loin dans la montagne et donc il y a des risques accrus de désorientation et de déshydratation. Donc les données recueillies par Médecins du Monde montrent que une grande majorité de pathologies, des raisons de consultation sont liées à la traversée de la frontière. Et d'autres pathologies plutôt infectieuses ou chroniques sont là plus anciennes et liées au parcours. Les gelures aussi, c'est un motif de consultation important, bien que ça représente une petite partie, en fait, notamment les gelures à un stade avancé, donc grade 3 et 4, mais qui peuvent avoir des conséquences désastreuses en fait, pour les personnes. Par exemple, en février 2023 dernier, une personne, après avoir été hospitalisée à l'hôpital de Briançon, elle a été emmenée en caisson hyperbare en hélicoptère à l'hôpital de Lyon, où elle sera malheureusement amputée de quelques orteils et d'une phalange. Et donc justement, en fait, pour prévenir ces risques de gelure, Médecins du Monde mène tout un travail de sensibilisation auprès de l'équipe du refuge solidaire, avec des veilleurs de nuit qui font rapidement des bains de pieds pour quand les personnes arrivent la nuit au refuge, et aussi les maraudes, justement, qui tentent d'aller au plus proche dans la montagne pour prévenir ces risques. Donc vraiment, moi, le point sur lequel je voulais insister ici, c'est que la politique restrictive qui est appliquée à la frontière franco-italienne, elle n'empêche absolument pas les personnes de passer. Donc, on parlait de mythes, en voilà un. Pour le coup, ça ne fonctionne pas, mais ça accroît cette vulnérabilité des personnes. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la frontière, c'est le lieu par excellence de la mise en scène de l'État et du contrôle, justement. On l'a vu avec les annonces d'Elisabeth Borne en été 2023, des créations de forces frontières, Border Force, dans les Alpes-Maritimes, puis dans les Hautes-Alpes, et puis la venue en novembre 2024 du Premier ministre et de Bruno Retailleau pour annoncer la politique de reprise de contrôle sur l'immigration. Et en fait, ce qu'il ressort, moi, de mes entretiens avec des officiers de police et de gendarmerie, c'est qu'eux-mêmes émettent de forts doutes sur ces créations en termes d'effectivité, autre que purement politique, des vrais effets d'annonce pour impulser une sorte d'énergie. Merci pour cette première réponse. Alors, j'aurais une deuxième question concernant les conditions et la place des notions de risque et de dangerosité, et donc de secours que prennent ces personnes dans les discours et les pratiques. Attends, désolée, je n'ai pas mes lunettes. Je reprends. Dans ces conditions, quelle place les notions de risque et de dangerosité et donc du secours prennent-elles dans les discours et les pratiques des autorités, et quelle réponse du côté humanitaire et associatif? Désolée. Oui, en fait, comme c'est très souvent le cas dans les discours politiques et médiatiques à propos des espaces frontaliers dans lesquels sont mises en œuvre des politiques très strictes, il y a une dialectique sécuritaire humanitaire qui s'observe.
et qui est très présente à la frontière alpine, où les conditions topographiques en fait, de la montagne, donc des terrains accidentés, l'altitude, des ravins, et aussi les conditions climatiques, la neige, le vent, des températures négatives. Toutes ces conditions sont très facilement mobilisables par la préfecture pour transformer des opérations qui ciblent les personnes migrantes en opérations de secours. Quand on analyse le discours de la préfecture des Hautes-Alpes, et même dans les entretiens avec des officiers, on observe que la notion de danger à la frontière, elle est utilisée de manière abondante pour se prévaloir en fait, d'une notion de mise à l'abri qui viserait en fait, le secours des exilés. Mais pourtant, ça s'est contredit en fait, justement par la recherche. Quand les personnes arrêtées dans la montagne, elles sont retenues au poste de police, elles sont détenues dans ce qu'on appelle des algécos, donc des constructions modulaires à l'arrière du poste de police, dans l'attente de leur renvoi en Italie. Les autorités préfectorales ne reconnaissent pas ces structures comme un lieu de privation de liberté, mais comme un lieu de mise à l'abri. Et jouent aussi de manière paradoxale sur le caractère humanitaire du dispositif pour en interdire l'accès aux associations. Donc cette mission de mise à l'abri, en fait, qui est évoquée par la préfecture, elle est aussi contredite par les conditions effectives d'accès aux soins pour les personnes exilées. En fait, même quand les personnes demandent à voir un médecin ou présentent en fait, une pathologie qui est patente, des douleurs, etc., le recours à un professionnel de santé reste parfaitement discrétionnaire, aléatoire, voire arbitraire. Même lorsque les personnes elles ont passé des heures et des heures la nuit dans la montagne sans équipement particulier. En plus, la compétence des forces de l'ordre à évaluer en fait, la gravité de certaines, notamment les gelures, qui ne sont pas évaluables d'emblée mais nécessitent un temps, peuvent être quand même questionnées. Et en plus, les critères qui définissent l'appel à des numéros d'urgence ne sont pas du tout clairement définis. Donc cette forme d'arbitrarité qui existe s'explique en partie par l'absence de protocole clair, justement, qui encadre le cadre légal et qui entourait la détention des personnes jusqu'à février 2024, date à laquelle le Conseil d'État est venu clarifier le cadre légal qui doit entourer la détention des personnes à la frontière. Celles-ci doivent être placées en retenue pour vérification de droit au séjour, procédure administrative pendant laquelle là, le droit en fait, d'être examiné par un médecin est clairement défini par l'article L813-5 du CESEDA. Donc, à noter que ça ne veut pas dire que les forces de l'ordre respectent maintenant cette disposition. Donc, face à cette situation, le collectif Maraude s'est formé en 2016 et l'UMA, donc l'unité mobile de mise à l'abri de Médecins du Monde en 2019, qui se compose de soignants, de soignantes de Médecins du Monde et de membres d'associations de tous migrants, dispose d'un véhicule floqué Médecins du Monde et apporte au soutien aux maraudeurs, maraudeuses qui sont, elles et eux, dans la montagne, côté français, pour apporter de l'aide aux personnes exilées, donc soit par un thé, des vêtements chauds, une mise à l'abri au refuge solidaire, voire une orientation à l'hôpital si nécessaire. Et comme à Calais ou ailleurs à d'autres espaces frontières, cette action humanitaire se heurte à des pratiques policières intimidantes, donc des contrôles d'identité répétés, des filatures, des intimidations verbales, voire des amendes. Et tous migrants, Médecins du Monde, l'ANAFE, ont saisi régulièrement le pôle déontologie de la défenseur des droits pour signaler ces entraves à l'action humanitaire. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les bénévoles des maraudes, la posture des soignants et des soignantes de Médecins du Monde, elle est assez particulière, puisque leur choix de mettre à l'abri des personnes s'appuie sur leurs compétences professionnelles. Mais en cas de contrôle par la police, il peut se produire des situations que Nicolas Fischer qualifie de lutte autour de la gestion des corps souffrants biolégitimes. C'est-à-dire que la décision des soignants, elle peut être remise en cause, ignorée, voire remise en cause par les forces de l'ordre, soit à l'occasion de barrages policiers, où les forces de l'ordre vont interpeller les personnes, même lorsqu'elles sont présentes dans le véhicule de Médecins du Monde, pour les interpeller et les renvoyer en Italie. Ça arrive particulièrement aux infirmières qui voient très régulièrement, voire systématiquement, leur diagnostic décrédibilisé par la police. Donc le rapport de force qui va suivre au cœur de la négociation sur la vulnérabilité des personnes exilées, en fait, elle est déterminante pour les personnes, parce que le résultat de cette négociation va déterminer leur renvoi ou non du territoire. Donc, à ce sujet, la posture de Médecins du Monde, elle est claire. Il y a une volonté de sanctuarisation des lieux de soins et donc du véhicule de Médecins du Monde, en dépit de la volonté d'intrusion et d'opposition des forces de l'ordre, même si ce n'est pas sans tension pendant les maraudes.
Et là aussi, l'argument humanitaire, il est mobilisé par Médecins du Monde, mais différemment. Une personne en montagne qui est la nuit en montagne sans équipement est de facto vulnérable et nécessite une vraie mise à l'abri. Voilà. Merci beaucoup Daphné. Alors je pense que je me tourne vers Sophie. On a encore quelques minutes pour peut-être répondre à une troisième question. La place du centre hospitalier de Briançon. En quelques minutes. Oui, 2 minutes. Très rapidement. Donc, comme je disais, Médecins du Monde a participé à la création de la PAS en 2017. Donc, il y a l'accès aux soins gratuits pour toutes les personnes exilées à Briançon. L'hôpital est situé à 9 km de la frontière, du trait frontalier. Et c'est là où c'est plus compliqué, c'est quand les personnes sont orientées directement à l'hôpital, mais depuis la frontière, par la police. Quand la police fait appel au SAMU, aux pompiers, pour envoyer ces personnes à l'hôpital, des situations très diverses peuvent se produire. Dans la plupart des cas, les personnes sont laissées libres une fois qu'elles sont prises en charge par les pompiers. Mais il arrive aussi que la police veuille garder une forme de contrôle sur les exilés et elle peut ainsi suivre les camions de pompiers jusqu'à l'hôpital ou alors revenir le lendemain matin pour chercher à obtenir des informations sur les raisons de l'hospitalisation ou sur l'heure de sortie de la personne pour ensuite reprendre la personne et la renvoyer en Italie. Donc des situations de tension peuvent se produire entre le personnel hospitalier qui refuse de donner ces informations, qui relèvent du secret médical, comme vous le savez sûrement toutes et tous. Et moi, mon hypothèse, c'est que là aussi, ces pratiques arbitraires peuvent s'analyser à un prisme vraiment espace et droit. En fait, jusqu'à la décision du Conseil d'État du 2 février 2024, l'absence de cadre légal qui entourait la détention des personnes à Montgenèvre, couplée à la proximité géographique de la frontière, a, à mon sens, produit une sorte de zone grise permettant de déplacer la frontière jusqu'à l'hôpital, puis de délivrer un refus d'entrée à une personne en considérant qu'elle n'avait jamais pénétré sur le territoire, ni été emmenée à l'hôpital. Voilà. Donc moi, mon hypothèse, c'est que cette opacité juridique a diminué la capacité du personnel hospitalier, voire de la direction de l'hôpital, à s'opposer à certaines pratiques arbitraires, voire illégales. Merci beaucoup, c'est particulièrement intéressant, cet espace particulier, cette frontière particulière que tu nous décris. Je voulais simplement redire, en fait, c'est vraiment un espace où il y a un réseau de solidarité et de contestation politique qui est extrêmement actif, avec Médecins du Monde, des collectifs citoyens, tous migrants. Donc c'est un espace qui est ô combien engageant pour nous et pour nous tous, à la frontière franco-italienne. Et puis ces unités mobiles de solidarité que sont les maraudes, qui est assez particulier et qu'on retrouve dans plusieurs programmes de Médecins du Monde, et cette très forte instrumentalisation politique en fait. Il y a eu des rapports successifs, on n'a pas le temps de les citer, de la CNCDH, de Human Rights Watch, etc., qui pointent tous ces dysfonctionnements. Je vous incite à lire de toute façon tous les travaux issus écrits par nos intervenantes, mais c'est vraiment... et puis la criminalisation des aidants qu'on retrouve dans d'autres programmes. Alors, l'espace et la transformation des espaces, c'est aussi un des sujets de notre troisième et dernière intervenante, qui est Anna Miller. Anna, tu es responsable de la stratégie et du plaidoyer à Médecins du Monde Royaume-Uni, et j'en profite pour saluer les quelques membres du réseau international de Médecins du Monde, qui est de plus en plus nombreux à assister à nos journées scientifiques et à d'autres événements. Et on est vraiment ravis d'avoir Anna parmi nous. Alors, ton intervention va s'appuyer sur un rapport dont l'intitulé est « Comme une prison, aucun contrôle, aucun sommeil ». Et la santé, comment se trouve la santé mentale en centre de rétention pour migrants au Royaume-Uni ? En fait, en juillet 2023, le gouvernement britannique a ouvert un grand centre dit d'hébergement pour des demandeurs d'asile sur un ancien site militaire à Wethersfield, dans l'Essex rural. Et en 2023, également au Royaume-Uni, les conservateurs, qui étaient encore au pouvoir à l'époque, font voter ce qui s'appelle le Illegal Migration Act, que tu nous décrira peut-être un peu. Donc merci Anna de nous décrire les activités dans le contexte tel qu'il était, le contexte politique tel qu'il était à l'époque, car depuis il y a eu quelques évolutions.
ainsi que le surtout très gros travail de plaidoyer que vous avez fait auprès des autorités, développé conjointement avec MSF, auprès donc des décideurs politiques que tu vas aussi nous mentionner. Je vais commencer par une première question. Comment MDM Royaume-Uni a-t-il utilisé ce rapport dans son travail de plaidoyer auprès des autorités et dans quelle mesure ce plaidoyer a-t-il été couronné de succès? Merci beaucoup, Anna. Thank you. Tout d'abord, merci beaucoup. Je vais m'exprimer en anglais. J'en ai bien peur, je suis désolée. Mes diapos sont en français cependant, donc j'espère que ça aidera un petit peu. Merci d'ailleurs de m'avoir invité aujourd'hui. On m'a demandé de m'exprimer sur un rapport que nous avons publié au Royaume-Uni, basé sur un programme que nous avons organisé à partir de 2024 dans un site qu'on appelle Wethersfield. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte et vous expliquer ce qu'était ce programme et la raison pour laquelle nous nous sommes rendus là-bas et certaines des données et preuves que nous avons collectées. Et ensuite, j'évoquerai le travail de plaidoyer que nous avons mis en place. Voilà. Tout d'abord, je vais vous donner un petit peu de contexte pour vous brosser la toile de fond. Ce sont des recherches et le programme MDM a fait des recherches dans une zone qui s'appelle RAF Wethersfield, qui s'appelle donc Royal Air Force. Donc en fait, c'est un site militaire du Royaume-Uni qui a été fermé il y a plusieurs décennies. Et en 2023, le gouvernement du Royaume-Uni a initié une nouvelle politique qui visait à offrir un refuge aux personnes qui étaient dans le système de demande d'asile au Royaume-Uni. Donc quelqu'un qui avait fait une demande de protection en tant que réfugié, par exemple, on a commencé à utiliser ce site qui était un site militaire par le passé pour les accueillir. Un de ces sites est donc le site de RAF Wethersfield. Il a été ouvert en 2023, en juillet. Wethersfield, en fait, c'est le nom d'un petit village dans une zone très rurale du Royaume-Uni, dans l'Essex. Ce site militaire se trouve à 12 km de la ville la plus proche. C'est donc un centre très isolé. Il n'y a pas de transport public. D'ailleurs, si on devait marcher du site à la ville la plus proche, il y a pas, c'est que ce ne sont que des sentiers. Il n'y a pas vraiment de route. Donc vous voyez pas de photo, parce qu'avant j'avais une diapo avec la photo de Wethersfield, mais c'était une base militaire en fait. Ça se sent, il y a des barbelés, il y a de la sécurité quand on rentre dans le site. Donc la politique gouvernementale était la suivante, les gens qu'on accueillait là-bas, ce seraient des hommes, il n'y a pas de femmes là-bas, pas d'enfants non plus. Ce sont donc des hommes entre 18 et 65 ans, 800 personnes maximum, voilà la capacité de ce site. OK. Très bien. Donc, comme je le disais, le département du gouvernement, un ministère en charge des réfugiés et de demandeurs d'asile, a dit que les anciennes bases militaires converties en centres d'hébergement ne doivent pas accueillir les survivants de torture, de trafic et celles et ceux avec les plus grands besoins médicaux, physiques et mentaux d'après la politique en vigueur. Donc on a défini vraiment les profils de personnes qui allaient être accueillies là-bas. La réalité, c'est que toutes les personnes qui ont résidé dans ce site étaient en fait des personnes qui avaient passé la frontière entre la France et la Belgique et qui avaient traversé la Manche à bord de petites embarcations. Et c'était toujours le cas. Donc, un autre élément de contexte, c'est que le Royaume-Uni, le gouvernement a passé en même temps une loi qui s'appelle le Illegal Migration Act, ce qui signifiait que quiconque avait traversé la Manche et était arrivé en Royaume-Uni sans y avoir le droit, n'avait pas le droit de faire partie du système de demandeurs d'asile. Et donc, ça veut dire que ce sont des gens qui avaient été récupérés par le gouvernement, avaient demandé à faire partie du programme de demandeurs d'asile. Et avec cette loi, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus éligibles. Donc, c'est un système pré-demande d'asile.
au final. Pour vous en dire un peu davantage sur notre clinique, comment on a collecté les données et les observations qu'on en a tirées. Tout d'abord, on a fait une première clinique mobile de soins primaires à l'extérieur de l'enceinte de ce site. On a fait ça en collaboration avec MSF Royaume-Uni et MSF Belgique. Nous avons utilisé donc cette clinique mobile. On avait notre propre espace clinique confidentiel. Le site en lui-même, et juridiquement parlant, on n'est pas un centre de détention. Donc même si autour, il y a des chaînes, des barbelés, etc., les hommes ne sont pas détenus. Ils ont la possibilité de quitter le site lorsqu'ils le souhaitent. Mais c'est une liberté qui n'a pas vraiment de sens puisque de toute façon, ils n'ont nulle part où aller. Mais le fait qu'on soit là, avec la clinique mobile, au moins, ils avaient accès à nous. Les hommes pouvaient passer la sécurité. Ils n'avaient pas de problème pour quitter le site et donc ils pouvaient venir à la clinique sans entrave. À l'époque où on a publié le rapport avec les données, on avait collecté des données de 129 patients qui avaient consulté nos services. Tous étaient des hommes, donc, hein, bien sûr. L'âge moyen des gens qui avaient accès à nos services était entre 20 et 29 ans. La plupart des pays d'origine étaient l'Iran, l'Érythrée, l'Afghanistan et la Syrie. 68% des personnes qui ont eu accès à nos services nous ont déclaré avoir subi des violences, notamment l'expérience de vie dans un pays en conflit armé ou en guerre. Et il y a deux autres types de violences auxquelles ils avaient été soumis, à savoir la torture et la violence de la part de la police ou des forces armées. Nous avons fait du dépistage et on a fait du dépistage de santé mentale. 70% des personnes se sont avérées en détresse psychologique. 41% des personnes qui ont accès aux services ont eu des idées suicidaires et 39% présentaient des symptômes évocateurs d'un trouble de stress post-traumatique. Donc on peut vraiment faire un parallèle avec ce qui vient juste d'être dit. Clairement, les gens qu'on a vus avaient un historique de trauma, de parcours semé d'embûches pour venir au Royaume-Uni. Mais la plupart du temps, lorsqu'ils parlaient de la détresse auquel ils faisaient face, c'était surtout l'isolation, le fait que l'endroit où ils étaient était isolé. Ils avaient l'impression qu'ils étaient dans une prison. Ils nous disaient souvent, je ne m'attendais pas à ce qu'on m'envoie en prison quand j'allais arriver au Royaume-Uni. C'est ce qu'ils nous disaient. Donc vraiment, les conditions de, entre guillemets, détention étaient vraiment une des sources de leur détresse. Le fait que les gens ne pouvaient pas continuer leur vie parce que c'était très, très isolé comme centre, mais également le fait qu'ils n'avaient pas accès au système de demande d'asile. Donc, ils étaient très désespérés. Ils ne savaient pas vraiment ce qui allait leur arriver. Et il y a une autre problématique dont ils nous ont fait part, c'est le manque de sécurité dans le centre. Il y avait énormément de conflits interethniques, intergroupes. Au sein du centre, on nous montrait souvent des vidéos de violence, de rixes dans le centre, souvent parce qu'il y avait une pénurie de ressources, notamment pendant les déjeuners ou les dîners. Les gens devaient faire la queue pendant 2 heures pour récupérer de la nourriture et à la fin, il n'y avait plus assez pour les autres. Et donc, il y avait cette concurrence, ces tensions autour de l'alimentation. C'était une vraie problématique dans le centre. Et bien entendu, il y a des groupes spécifiques qui sont particulièrement vulnérables dans ces sites, de petits groupes, hein, souvent. Souvent, il y avait des tensions raciales avec les personnes noires au sein des sites, de ces centres étaient particulièrement en danger. Un peu plus tôt, j'ai parlé du fait que le gouvernement a cette politique et du fait que certaines personnes avaient accès au site. Et sur la base des données qu'on a évalué, 75% des personnes qui étaient dans ce site n'auraient pas dû être là. Si on avait fait un dépistage en amont de les envoyer dans ce site, donc ces personnes qui avaient eu un historique de violence, des survivants de torture et de trafic, etc., et qui n'avaient des troubles mentaux, ces personnes-là, si on les avait détectées en amont, eh bien, elles n'auraient pas été envoyées dans ce site. Très rapidement, je vais passer à la conclusion du rapport. Sur la base des preuves collectées, nous avons conclu que ces camps d'hébergement en eux-mêmes, en fait, nuisaient aux résidents.
Et notre recommandation sur la base de ces données, c'est que ensuite le site soit fermé très rapidement. Et on a dit également qu'il fallait mettre fin à la politique de recours au centre de rétention de masse pour les personnes exilées. Et nous avons dit que nous étions en faveur d'un hébergement digne et sûr en communauté pour les personnes. Si on veut que ces personnes se remettent de leurs traumatismes mentaux et physiques. Donc, on va passer peut-être à la deuxième question. Hein, on a parlé du travail. Pardon. C'est bon. Du travail de plaidoyer que tu viens de nous rappeler. Comment ce travail de plaidoyer a été adressé aux décideurs, en fait, et avec quels résultats, qui à l'époque étaient des conservateurs. Donc, quels résultats avez-vous eu et qu'est-ce qui est poursuivi en termes de plaidoyer aujourd'hui encore? Yes, so really Oui, alors en fait, on a publié le rapport assez tôt. On l'a publié dès qu'on a eu l'impression d'avoir suffisamment de données. Donc le but, c'était d'avoir quelque chose d'assez solide. Et pour nous, c'était urgent. En fait, on avait ce sentiment d'urgence. C'était important d'avoir des preuves scientifiques qu'on pouvait donner pour faire passer notre message. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un gouvernement conservateur qui se concentrer vraiment en fait, sur ces fameux mythes dont vous parliez tout à l'heure. Donc, ils avaient vraiment ce programme anti-migrants. Et c'est vrai que les responsables politiques, à l'heure actuelle, leur sujet préféré, c'est les personnes qui arrivent sur des petites embarcations. Donc, ce sont des migrants économiques, la plupart du temps. Alors pour eux, voilà, ce sont des criminels, ils sont dangereux, ce sont que des hommes. Ils ne sont absolument pas là pour demander l'asile. On est vraiment sur la théorie du grand remplacement, sur une invasion totale de notre pays. Et donc en fait, dans le camp d'hébergement de Weatherfield, c'était vraiment les personnes qui étaient ciblées par ce genre de polémique, par ce genre de propos. Donc notre but aussi, c'était vraiment d'humaniser ces individus. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup surprise lorsque j'étais là-bas. C'est que, évidemment, toutes les personnes qui étaient dans ces camps d'hébergement étaient des hommes, certes, mais en fait, beaucoup étaient des hommes avec des enfants en très bas âge et se retrouvaient complètement séparés de leurs enfants. Donc, c'est aussi ça qui humanise ces personnes, de rappeler leur histoire aussi. On le voit, que ce sont des personnes qui pourraient tout à fait être considérées comme réfugiés. Like our grant rate for people from Syria is 98%. So, you know, it was really important to show and demonstrate who the people were. Et 90% de ces personnes venaient aussi de Syrie. Donc c'est vrai que maintenant, on a vraiment ce récit dans les médias qui explique que ces personnes ne sont pas des réfugiés et qu'ils n'ont donc pas forcément le droit de demander l'asile. Et donc c'est vrai que, en fait, d'une certaine manière, ce qu'on voulait faire, c'est pour ça qu'on a publié ce rapport. Et donc à l'époque, le gouvernement a annoncé une élection. Donc forcément, ça a rebattu un petit peu les cartes. Mais finalement, ça a été plutôt une bonne chose. Et on sait aussi que, évidemment, les médias étaient entièrement concentrés sur les élections à ce moment. Mais nous avons quand même décidé de publier. On a eu du mal à avoir une certaine couverture médiatique pour ce rapport. On sait que la presse était surtout intéressée par MSF, qui ouvrait sa toute première clinique au Royaume-Uni. Donc tout le monde se disait, ça y est, des médecins de guerre ouvrent une clinique au Royaume-Uni. C'est là-dessus qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique finalement. Et en fait, c'était la toute première fois qu'on avait aussi de vrais détails sur ce qui se passait sur le site de Weatherfield. On parlait des problèmes de santé mentale. On a réussi également à avoir des données du gouvernement sur le taux de suicide, par exemple. C'est des chiffres assez choquants. Et puis ensuite, on s'est concentré pour notre plaidoyer, on s'est concentré sur le nouveau gouvernement
donc le gouvernement travailliste. Là, il parlait du fait qu'ils étaient complètement opposés au camp d'hébergement de Wethersfield. Mais aujourd'hui, bon, le site existe encore, évidemment. Donc, on essaye vraiment d'influencer le nouveau gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais on parle vraiment d'un think tank politique. Et ils font, voilà, beaucoup, ils réfléchissent beaucoup en fait aux différentes politiques, aux différentes mesures que le gouvernement pourrait proposer. Donc on parle beaucoup de ces politiques d'hébergement rémunéré. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné, si vous voulez, les chiffres, on leur a donné les données qu'on avait dans notre rapport, les études de cas, etc. Nos recommandations également. On a dit par exemple que beaucoup de sites sont inutilisés. Moi j'ai participé à une conférence également du parti... donc du parti travailliste. Et c'est vrai que il y a, on va dire, une certaine polarisation aussi au sein du parti. Il y en a qui ne veulent pas fermer le camp d'hébergement. Il y a énormément de pression de la part des médias. On sait qu'il y a beaucoup d'autres endroits, évidemment, où les gens sont logés à l'hôtel. Donc maintenant, on commence à promettre de fermer les hôtels parce que ça fait vraiment polémique aussi dans la presse. Donc en fait, on a réussi à avoir quand même pas mal de soutien de la part de nombreux membres du Parlement. Donc c'est vrai qu'on met encore la pression au sein du Parlement. Et je pense que peut-être notre travail de plaidoyer le plus important, c'est que l'on utilise les preuves que l'on a. Parce qu'on a aussi quelques problématiques juridiques sur place. Donc, il y a quelques semaines, par exemple, il y a eu une décision de justice qui a été prise. Par exemple, on a vu que 4 personnes étaient détenues de manière illégale dans ce camp d'hébergement. Merci beaucoup. J'attends que tu mettes ton casque. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup pour, en particulier, les derniers propos. Enfin, on voit bien que le combat continue. Hein. Rien n'est terminé, loin de là, avec des sites donc, qui sont encore ouverts, des personnes qui restent à la rue ou en mobilité. Et ce que tu pointes bien dans ton rapport, c'est vraiment la volonté politique du gouvernement à l'époque, en 2023, et j'espère qu'elle commence à disparaître, d'anéantir le droit d'asile. Tu l'écris noir sur blanc et c'était vraiment un objectif politique absolument dramatique auprès de ces personnes, comme tu l'as très bien décrit, traumatisées, torturées, avec un parcours migratoire très compliqué. Je vais faire juste quelques mots de conclusion avant de passer. Alors, je me tourne vers Sophie, on a quelques minutes. Après, on aura un échange avec vous et également avec ceux qui ont posé d'éventuelles questions online. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Alors évidemment, on comprend qu'il y a des points communs qu'on connaît probablement tous. Hein. Vous pointez beaucoup, en fait, la nécessité de lieux de répit pour les 3. Donc c'est pas tellement le soin, c'est tout ce qui est autour du soin. Hein, et avec tout ce que le social comporte aussi pour ces personnes qui sont, pour certaines, encore en grande mobilité, ce qui est un facteur aggravant, comme vous l'avez pointé. Après, je pense qu'on peut être fier aussi de ce qu'on propose, hein, aussi bien à Briançon qu'en Angleterre, près de Londres, et qu'à Paris, évidemment, on est vraiment innovant dans la façon de répondre à ces traumatismes. Et même si les chaînes thérapeutiques en santé mentale ne sont pas là, je pense que l'accompagnement qu'on fournit, et vous le dites très très bien, c'est crucial dans les conditions de vie, aussi difficiles soient-elles, des personnes qu'on accompagne. Vous dites qu'il se construit des configurations d'espace. Moi, j'ai beaucoup appris et je pense que ceux qui vont lire vos rapports vont beaucoup apprendre en termes de... Voilà, en fait, les politiques agressives et répressives, elles construisent de façon délibérée des espaces vraiment opposés à tout ce que l'humanité peut apporter ou tout ce qu'on peut apporter à ces personnes migrantes. Donc c'est un vrai souci. Je conclurai peut-être en disant que tout ce que vous avez décrit, tous ces espaces, ils représentent des espaces hautement politiques et humanitaires. On les investit déjà et il reste à investir largement. Enfin, nous savons que faire de la recherche en terrain politique sensible n'est pas une mince affaire. Je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos travaux parce que quand on vous écoute, ils sont vraiment porteurs d'espoir. Merci beaucoup. Alors,
on va pouvoir passer aux questions. La traduction marche bien? Oui, très bien. Alors, est-ce que, avant que des mains ne se lèvent, je vais lire la première question en ligne qui est pour Daphné. Quel croisement avec le travail de Didier Fassin sur le même secteur et thématiques similaires? Donc, comment vous avez croisé éventuellement votre travail avec celui de Didier Fassin? Oui, très bonne question. Didier Fassin, il a mené une enquête sur une période de 5 ans, en venant à chaque fois 2 périodes dans l'année, donc 2 semaines en été, 2 semaines en hiver. Et il a publié avec Anne-Claire Desfossés, qui est sociologue également, un livre donc en 2024 sur son enquête ethnographique et qui est pour moi extrêmement intéressante. Notamment sur son travail auprès des policiers, il a pu faire quelques entretiens. Ce qui est très intéressant, c'est à mon avis nos travail, enfin je vais pouvoir compléter son travail, peut-être plus sur les questions, la question des maraudes, mais voilà, des militants autres que Médecins du Monde. Et également sur la question du droit, en fait, qui est une question assez particulière à Briançon, et sur cette articulation espace et droit, chose qu'il n'a pas forcément abordée dans son livre. Voilà. Mais forcément, on s'est rencontrés sur les terrains à Briançon. Voilà, je ne dirai pas plus. Merci Daphné. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions en ligne. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions pour nos 3 intervenantes? Vous pouvez aussi poser des questions en anglais pour les anglophones. Oui. C'est monsieur. Merci de... Oui, bonjour, je suis Danielle Sené, infirmière. Ça serait plutôt pour Camille sur la question des ressources santé mentale des exilés à Paris. Il me venait 3 réflexions. La première, c'est qu'il y a une petite, faible, les tendances à soutenir du côté des maisons de santé participatives, par exemple, qui de plus en plus emploient des professionnels de santé mentale dans le droit commun et qui est une ressource peut-être qu'on n'utilise pas à sa juste valeur. Et 2, sur l'analyse de trop peu de ressources pour ces personnes-là. Pour moi, dans mon expérience, j'ai exercé 12 ans à la Goutte d'Or auprès de voilà, le triangle des Bermudes. Là. Il y avait la question de la sectorisation de la santé avec des gens qui sont en permanente. Donc, en termes de plaidoyer, est-ce que ça ne devrait pas aussi un petit peu apparaître que la sectorisation rend bien des services de proximité, de services de santé de proximité, mais pour les personnes en mobilité constante comme les exilés, ça ne marche pas du tout la sectorisation, c'est un critère d'exclusion. Et l'autre question, c'est le non-conventionnement de nombreux professionnels de santé mentale. C'est-à-dire que là aussi, les psychiatres sont en secteur 2 sur le secteur, c'est pas abordable, et les psychothérapeutes sont employés par les associations qui sont débordées parce qu'elles ont cette spécificité. Voilà, je trouvais que c'était en termes de plaidoyer aussi intéressant de noter ça. Je réponds rapidement. Merci beaucoup déjà pour l'indication que vous donnez. En effet, je pense que le panorama qui a été fait au cours de cette recherche n'est pas du tout exhaustif. Il a plutôt vocation en fait à être complété par toutes et tous et par créer une dynamique où on peut ensuite savoir où orienter et où adresser les patients et les patientes. Donc, au sujet de l'orientation, c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de l'orientation vers le service public, mais la question se pose tout à fait aussi de l'orientation vers des confrères ou des consoeurs en libéral. Et là, on voit qu'en effet, ça achoppe en grande partie autour de la question du conventionnement et de la possibilité pour les patients et les patientes simplement de payer les soins auxquels ils pourraient vouloir avoir accès. Et alors, il y a quand même des réseaux, on va dire, avec peu de personnes pour le moment qui se créent. Il y a des psychologues en particulier qui acceptent de recevoir, enfin, qui sont en fait dans des formes d'engagement déjà sur ces questions-là. Donc, effectivement, elles sont certainement minoritaires. Mais il y a un effet, alors pour revenir là-dessus, je pense qu'il y a un effet, par exemple, pour Médecins du Monde, un peu de se placer dans une situation paradoxale qui est, initialement, la mission n'avait pas vocation à se substituer au droit commun ou n'avait pas vocation, en effet, à remplacer la possibilité d'orienter vers du soin potentiellement en libéral. Mais de fait, il y a une pérennité de la mission qui est indispensable et vous avez raison de souligner qu'elle est vraiment nécessaire et importante, cette mission.
ce programme, pardon, peut-être que c'est programme le terme que vous utilisez, mais en tout cas, par définition, c'est assez paradoxal de dire nous créons un programme pour pouvoir interpeller, justement, porter un plaidoyer et essayer d'obtenir soit une sensibilisation des praticiens en libéral, soit une sensibilisation du public. Et en réalité, bon, comme ça ne fonctionne pas, on est un peu, de fait, obligé de se substituer aux autres professionnels. Ouais. Et, pardon, la sectorisation, non, mais je ne vais pas trop parler, mais c'est absolument un enjeu, d'autant que, alors ce que vous dites est très juste, effectivement, hein, sur la question de la mobilité, enfin de l'instabilité résidentielle et sectorisation, par définition, c'est un peu compliqué à mener. Et par ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, c'est que cet argument de la sectorisation peut être mobilisé pour refuser des personnes exilées, notamment dans des structures de droit commun. Voilà. Merci Camille. Il nous reste... Ah oui, très bien. Il nous reste 13 minutes. Oui, bonjour Antoine Lazarus. C'est une question à Camille aussi. Bon, les questions médecin, santé mentale à Médecins du Monde, c'est toujours c'est omniprésent et quand on veut l'attraper, on ne sait pas par où l'attraper. Donc, dans ce que tu dis, au fond, il y a tout de même deux choses qui sont assez impressionnantes. Et on le voit avec Primo Levi, parce que Médecins du Monde est lié avec Primo Levi. On est au conseil d'administration. Donc là, c'est vraiment la clinique du trauma sur 1 an, 2 ans. Enfin bref. Donc ce que tu dis, c'est soyez très prudents. N'ouvrez pas trop, enfin, c'est-à-dire n'ouvrez pas trop les défenses. Enfin, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps. Et parce qu'une fois qu'on a ouvert, eh ben, on remet les gens en état de souffrir sur des choses qu'ils avaient un petit peu masquées, et puis on les laisse partir tout seuls dans la rue. Donc, au fond, ce que tu dis, c'est soyez très prudents sur la clinique. Restez sur une sorte de clinique superficielle. Bon, donc à partir de quand est-ce qu'on pourrait aller plus loin quand les gens se stabilisent? Donc c'est la première partie de ma question. Et puis la deuxième, c'est que évidemment, tu es dans une... Je ne veux pas dire que c'est un tabou, mais enfin en tout cas... Et quand tu dis il faut suivre les gens au long cours, depuis le début, on dit à Médecins du Monde, ne les suivez pas au long cours. On a quelquefois à Bordeaux ou ailleurs très durement mis à l'écart des soignants qui voulaient avoir des patients un petit peu régulièrement. Donc est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, il faut changer de philosophie de ce point de vue-là? Je réponds maintenant. Oui, merci beaucoup. C'est en effet tout à fait, enfin ça résonne tout à fait avec des questions que je me pose. Je ne pense pas avoir de conseils à apporter parce que tu l'as dit, moi je ne suis pas soignante, donc voilà, c'est plutôt des observations. Ceci étant dit, sur la question de la prudence par rapport au trauma. Alors deux choses peut-être. Un, effectivement, on peut l'entendre comme un traitement superficiel ou une approche superficielle, et notamment de ces questions de trauma. Ce qui m'apparaît quand même, c'est que ça n'est pas parce qu'on ne traite pas spécifiquement le post-trauma qu'il n'y a pas un effet bénéfique, je dirais, sur le psychisme et donc, d'une certaine manière, sur la capacité à supporter le trauma. Donc, je dis ça pour me nuancer moi-même, hein, pour nuancer moi-même mon propos qui est de dire on ne permet pas le soin. Bon, le soin existe quand même et in fine, il est préférable sans doute d'être accompagné même sur d'autres dimensions pour pouvoir continuer de vivre avec son stress post-traumatique. Donc, voilà, pour nuancer. Ceci étant dit, je dirais même que la particularité des programmes comme celui de Médecins du Monde ou d'autres pour ces personnes exilées à la rue ou en grande précarité, c'est que, comme je le disais, les conditions de vie actuelles sont très présentes. Donc, d'une certaine manière, les soignants-soignantes sont en permanence en train de soigner des symptômes qui vont se reproduire parce que l'origine des symptômes, elle, est une origine politique et sociale sur laquelle il est évidemment compliqué d'intervenir en termes de soins. Donc il y a là aussi quelque chose d'assez tautologique et un peu désespérant d'une certaine manière, enfin qui peut conduire aussi à de l'épuisement moral, notamment de la part des soignants et des soignantes, hein, mais parce que en effet, on sait bien que on va pouvoir accompagner, on va pouvoir soutenir. Et donc ça, de mon point de vue, c'est du soin, mais bon, je parle d'un point de vue très peut-être profane sur la question, mais en réalité,
on va revoir, on n'a pas d'action possible, évidemment, sur le trauma continue d'exister. Ce n'est pas un trauma passé, d'une certaine manière, sur lequel on peut intervenir en disant, bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut ranger dans la mémoire ou ranger dans le corps ce qui a pu intervenir. On sait qu'il est en permanence en train de se produire. Et quand aller plus loin, cette question, en fait, il y a quand même des dispositifs en particulier, en effet, Primo Levi, le Centre Avicenne, c'est-à-dire il y a des dispositifs qui sont spécifiquement sur les questions de psychotrauma, hein, donc qui vont un peu plus loin. Mais justement, ce qui était frappant, c'était de voir à quel point même ces dispositifs-là disent « nous sommes prudentes » parce que nous savons bien que les conditions de vie ne sont pas contenantes, d'une certaine manière. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment la réflexion sur la chaîne d'orientation possible, parce qu'on peut se dire, après tout, la permanence psy de Médecins du Monde n'a pas forcément vocation à faire ça, elle aurait plutôt vocation à orienter. Donc on voit bien comment ça se mord un peu la queue, puisque de fait, ça répond à votre deuxième question, en partie encore une fois, hein, suivre les gens au long cours, ça semble un peu incontournable dans le contexte actuel, c'est-à-dire avec les données, avec les contraintes actuelles de non-orientation possible. Donc, est-ce qu'il faut en faire une philosophie ou une pratique? Ça, je ne sais pas exactement, mais c'est à minima incontournable. Et puis, l'autre chose aussi, c'est vrai que la thérapie, enfin, de ce que je comprends, la thérapie par le soin psychique, ça va impliquer une construction de la confiance, une construction d'un lien thérapeutique important, et qu'il est compliqué, en effet, de redire à des personnes qui sont justement tout le temps mises en mouvement, tout le temps en rupture de lien, à nouveau, vous allez être réorienté ailleurs, vous allez être reprise en charge ailleurs. Donc en fait, il y a aussi un enjeu dans le soin à maintenir, je ne pourrais pas du tout dire, en termes de temps, ce que ça signifie, mais le long cours au regard de ce que ça peut impliquer, comme justement installer une relation thérapeutique de confiance, ne pas recréer de rupture, de mobilité dans le soin, et puis garantir quand même la continuité du soin, ça semble, en tout cas dans les pratiques, ça semble valorisé. Voilà. Oui, Jean-François. Oui, juste une remarque et une question. Antoine, Médecins du Monde, tu le sais, ne s'interdit pas de faire du soin dans la durée si nécessaire. Il n'y a pas de principe qui s'oppose à ça. Le principe qui est mis en avant, c'est dans un environnement sanitaire et social effectif, de ne pas s'y substituer et donc de référer vers le droit commun le plus souvent possible. Et donc si vous avez des dispositifs qui peuvent faire du soin psychosocial ou la prise en charge en santé mentale dans votre environnement sanitaire, on dit aux équipes de les y référer. Donc c'est ça le principe de base. Et donc s'il est nécessaire d'assurer une continuité des soins dans un environnement où il n'y a pas d'alternative, on le fera. Enfin, je pense qu'il faut être assez clair sur ces principes et pas se tromper de discours, il me semble. Là, juste peut-être la question, vous avez rappelé, et Françoise l'a rappelé en synthèse, la notion de lieu de répit pour des personnes en transit ou qui arrivent après des migrations plus ou moins violentes. Ça fait depuis 20 ans qu'on est sur ce registre-là. Je parle de la crise de 2012-2015 où il y a eu énormément d'arrivées sur Calais, Grande-Sainte notamment, et un fort d'ailleurs plaidoyer à l'époque du Secours catholique, de Médecins du Monde et tout un tas d'associations qui bossaient là-bas, justement pour mettre en avant la notion de répit, y compris sur les différentes trajectoires depuis Menton jusqu'à Marseille, Lyon, voilà, en ayant en tête qu'il fallait être à l'écoute, évidemment, des personnes qui étaient concernées dans cette construction. Est-ce que vous avez un regard, 15-20 ans après, sur ces notions de répit? On sait qu'il y a plusieurs exilés qui ont été renvoyés dans des différents centres à l'échelle nationale depuis Calais et que ça n'a pas forcément bien fonctionné parce que les centres n'étaient pas prêts, parce que les gens n'avaient pas d'explication et puis qu'ils avaient peur de se retrouver dans des lieux où au bout de quelques jours, ils allaient être renvoyés. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour que ces centres de répit et ce concept de répit qui n'est pas nouveau puisse être plus effectif? Merci. Je ne sais pas qui veut prendre. Vous voulez répondre à Jean-François ou pas? Ou pas? C'est vrai que cette notion de lieu de répit, on développe aussi à Bordeaux auprès des travailleurs des plateformes numériques. Hein. On est sur une configuration différente, mais on est toujours sur une approche qui est plus ponctuelle. Mais tu veux répondre, Camille? Non, mais un élément très rapide, mais simplement, ce qui m'apparaît, c'est que la constitution d'un lieu de répit, ce qu'on voit peut-être dans les permanences psy et plus largement ce que j'ai pu observer, justement en étudiant la dispersion des personnes exilées à partir de Calais ou Paris dans d'autres centres éloignés, c'est que
pour le dire très vite, il ne suffit pas d'avoir un lieu. Donc justement, ce qui fait répit, c'est à la fois l'espace, et ça je pense que, enfin voilà, on pourra en rediscuter, mais il y a une dimension matérielle, évidemment, hein, spatiale importante, et ne serait-ce que évidemment d'avoir un toit et des murs autour de soi. Mais en réalité, c'est aussi, c'est là où ça travaille en interdisciplinarité, c'est aussi justement l'accompagnement autour, la présence autour, ou la confiance, les liens de confiance autour, qui vont pouvoir autoriser les personnes à se reposer, enfin un peu baisser les armes de leur vigilance et de leur hypervigilance. Voilà. Mais c'est très rapide comme question, il faudrait le développer plus. On va prendre encore une question. Oui, encore une question, il nous reste quelques minutes. Merci, c'est la dernière, j'ai de la chance. Michel Fournil du comité des donateurs. Quels sont vos rapports avec les populations avoisinantes, parce que ça doit beaucoup jouer sur votre travail, tant à Briançon que sur Paris. On sait ce que vous rappelez de l'organisation du mobilier urbain et toutes ces choses-là. Donc je pense que ça doit à la fois être compliqué. Est-ce que vous avez des stratégies par rapport à cette question? Daphné? Oui, et je pense que la question se pose même au Royaume-Uni, dans ton espace, Anna. Très rapidement. À Briançon, on parlait de CAO rapidement. En fait, même avant l'arrivée de personnes exilées par la montagne, il y a eu la création en 2015, puis en 2016, ou 2016-2017, je ne sais plus, de CAO pour que des personnes soient arrivées depuis Calais. Donc en fait, la question de l'exil s'est d'abord posée à ce moment-là. Donc la création de Tous Migrants, d'ailleurs, c'était à ce moment-là pour commencer un travail de sensibilisation auprès de la population sur les questions d'exil et en quoi ça consistait, etc. Et dans le même temps, en fait, les personnes ont commencé à arriver par la montagne avec d'autres problématiques. Peut-être, contrairement à d'autres lieux comme à Calais ou à Menton, on a un environnement politique. Alors, la mairie est passée à droite en 2020, mais qui est à peu près stable, où en fait, il n'y a pas de manifestation d'hostilité spectaculaire. Il y a Génération Identitaire qui est venue en 2018 faire une opération, mais c'était très ponctuel. Génération Identitaire est venue aussi se substituer à la police en faisant des contrôles dans la montagne, mais ça a été ponctuel et a priori ils ne sont pas revenus depuis. Là, forcément, avec les dernières élections législatives, il y a une montée très forte de l'extrême droite. Mais au quotidien, en fait, bien que le lieu d'accueil soit, enfin, voilà, on sait où il est, etc., il n'y a pas de manifestation hostile. C'est heureux. Mais c'est sûr que c'est un équilibre précaire sur lequel notamment Tous Migrants et les autres associations qui sont présentes travaillent pour vraiment démystifier justement tous ces mythes, on parlait de mythes, et maintenir une forme de vérité en fait sur qui sont ces personnes, etc. Je vais essayer. On va. Merci Daphné. Peut-être Anna, le voisinage au Royaume-Uni. Yeah, it's a very interesting question. Oui, c'est une question extrêmement intéressante. En fait, à Wethersfield, c'est un peu mitigé. Pour donner un petit peu plus de contexte, c'est vraiment un endroit aisé. On a vraiment cette fameuse image du petit village bucolique au Royaume-Uni. C'est très blanc aussi, je dois dire. Donc forcément, pour tout ce qui est de l'hostilité, on parle de beaucoup de jeunes hommes. Donc on dit que ce n'est plus que les jeunes femmes ne sont plus en sécurité, qu'on ne peut plus vendre sa maison parce que du coup, ça a vraiment dévalorisé les biens immobiliers. Mais il y a aussi eu de bons retours et je pense que c'est aussi pour ça que nous, notre équipe, elle est basée à Londres, mais on est aussi allé à Wethersfield plusieurs jours, donc on a pu aller au pub local. On sait par exemple que 3 nuits par semaine, on était capable d'aller à Wethersfield, de parler aux gens qui vivent dans le village. On a pu parler, comme je vous le disais, au pub local également. Donc, je pense que c'est ce qui a permis, c'est ce qui nous a aidé, du moins, à justement humaniser les gens vivant dans le camp d'hébergement. Il y a même des gens qui se sont dit « Ah, peut-être que je peux me porter volontaire dans la clinique que vous avez mis en place. » Et donc,
C'est même d'ailleurs la dame du peuple local qui disait mais vous y croyez vous que MSF a dû venir s'installer au Royaume-Uni pour aider les gens ici. Bon, c'est un peu ça qui a aussi lancé les débats, les discussions. Et je vais peut-être finir avec ça, mais c'est vrai que c'était ce qui est assez intéressant dans ce qu'on a pu observer, c'est que dans tous les lieux au Royaume-Uni où on a mis en place des sites comme celui-ci, on a vu que ces sites ont commencé à être ciblés par les groupes d'extrême droite. Donc, des gens d'extrême droite qui n'étaient pas du tout, qui ne vivaient pas du tout dans cette région, ont commencé à aller dans ces lieux où on retrouve ces centres pour commencer à mettre des flyers, des affiches un petit peu partout sur les sites qui allaient être ouverts, etc. Et ils ont essayé de le faire d'ailleurs à Wethersfield. On a eu pas mal de personnes de partis d'extrême droite qui sont venus à Wethersfield, qui ont commencé à mettre des flyers sur les pare-brises de toutes les voitures qu'ils pouvaient trouver en expliquant ce qu'était que ce centre, ce que ça allait impliquer, les conséquences d'un tel centre dans le village. Et c'est vrai qu'il y a les villages vraiment, les locaux, je veux dire, les ont mis face à leurs contradictions, ont essayé quand même de les repousser. On voit vraiment que les villages, les locaux étaient vraiment décidés. Ils ne voulaient pas laisser ces partisans de partis d'extrême droite s'approprier la problématique. Recruter des bénévoles également, un grand merci. Camille, la dernière intervention, peut-être si tu veux répondre sur le voisin. Non, on n'a plus le temps, alors je suis désolée. On est limité par le temps. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci encore à 3 intervenantes, c'était extrêmement intéressant. On a une pause café, si le café est arrivé, jusqu'à 30, jusqu'à 11h30. Merci à tous et toutes.